Bon, mais bonjour à tous. On va commencer cette session sur SQL Server sur Azure, l'âge de raison. C'est une session qui est un tout petit peu inhabituelle pour moi parce que d'habitude, je fais des sessions très orientées démo, très orientées pratique. Et pour le coup, ça va être une session qui est plutôt finalement sur un mode retour d'expérience, à savoir que si on regarde un tout petit peu mon passif, j'ai un passif de DBA principalement, mais j'ai commencé SQL Server au siècle dernier. Je pense que certains d'entre vous n'étaient pas forcément nés. J'ai commencé SQL Server en 1997, d'où les cheveux blancs. Et j'ai suivi les différentes évolutions du produit jusqu'à aujourd'hui, on va dire, avec des évolutions au niveau plateforme, que ce soit du matériel, de la virtualisation et aujourd'hui du cloud. Comme vous pouvez le voir, j'ai un certain nombre de certifications, dont la certification master sur le produit. On a un peu moins d'une centaine dans le monde à avoir ce niveau de certification sur SQL Server. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me joindre sur différents canaux, réseaux sociaux. Tous les slides seront disponibles à la fois sur mon GitHub, à la fois sur mon OneDrive. Donc, ne vous embêtez pas à prendre des photos s'il y a des slides qui vous intéressent. Donc, c'est une session un tout petit peu inhabituelle, tout simplement parce que je n'aurais même pas pu faire cette session il y a quelques années. Pourquoi? Parce que l'évolution de SQL Server sur Azure a été telle que, autant aujourd'hui, je suis en mesure de proposer, de conseiller du SQL Server sur Azure à mes clients, autant il y a 4-5 ans, ce n'était pas le cas. L'offre, elle existait, on va le voir, mais je n'aurais pas été capable d'offrir un service suffisant à mes clients, puisque je suis consultant indépendant depuis pas mal de temps maintenant, je n'aurais pas été en mesure de conseiller ce produit, finalement, ce service-là à mes clients. On va revenir un tout petit peu en histoire, hein, plutôt en préhistoire. Alors, je suis désolé pour certains d'entre vous, ça va faire très loin. 1958. Ça date un tout petit peu, 1958. Le premier modem, c'est-à-dire qu'en 1958, on commençait à faire connecter des ordinateurs entre eux. OK, il n'y en avait pas beaucoup, mais on pouvait commencer à les faire dialoguer. 1961, on commence à avoir la notion de concept de cloud computing. Donc, John McCarthy qui a élaboré un certain nombre de théories, finalement, qui correspondent à la notion de cloud computing. 1969, ARPANET, ça vous dit peut-être rien du tout, ARPANET, mais c'est tout simplement l'ancêtre d'Internet. Internet n'est pas arrivé comme ça de but en blanc. 1973, juste avant ma naissance, pour ma part, c'est 1974, TCP/IP. Aujourd'hui, on ne se préoccupe même plus de savoir comment des serveurs ou comment mon PC ou mon téléphone va dialoguer avec un service web ou un service quelconque. On va se baser sur TCP/IP. TCP/IP est né en 1973. 1974, Microsoft. 1981, le premier PC, l'ordinateur portable, un IBM, pas portable, un ordinateur personnel, IBM. Le premier ordinateur portable est arrivé un petit peu plus tard, c'était du Compaq. 1983, on adopte enfin TCP/IP comme une vraie norme et on va pouvoir vraiment développer l'utilisation de TCP/IP. Et en même temps, on a le premier serveur DNS. C'est que quand même, quelqu'un s'est dit, ah ben tiens, plutôt que d'avoir une adresse MAC, plutôt que d'avoir une adresse IP, est-ce que je ne pourrais pas utiliser un serveur de nom qui va traduire mon 3W. quelque chose en adresse IP pour pouvoir joindre un service? À ce moment-là, on avait à peu près 1000 ordinateurs connectés au sens ARPA, Internet du terme. Donc, on est vraiment dans la genèse complètement de ce que l'on qualifiera plus tard d'Internet. Alors, à ce niveau-là, j'ai des dates sur d'autres slides qui sont un petit peu plus touffus, mais je me demande si à ce moment-là, l'Angleterre n'avait pas déjà rejoint le réseau ARPANET, ça s'était un petit peu étendu. Donc, il y a eu l'Angleterre, et je me demande si c'était le Danemark, il faudrait que je reprenne mes autres slides, peut-être le Danemark aussi qui avait rejoint. Ce n'était pas encore global, au sens du terme, les pays se raccrochaient les uns après les autres. Dans cette temps, il y a une connexion très lourde. C'est ça? Ouais. Il y a la fibre comme ça. Voilà, c'est tout à fait. Ça se passait. Alors, c'était pas de la fibre à l'époque, mais effectivement, les pays se raccrochaient au fur et à mesure à cet embryon d'Internet. 1989, la première version de SQL Server. À l'époque, il tournait sur OS de Warp. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas OS de Warp, c'est un système d'exploitation qui était fait par IBM à l'époque. À ce moment-là, HP, Compaq, qui sort son premier ordinateur portable. Donc, c'est vraiment le tout début des micro-ordinateurs portables. Et on avait à peu près 100 000 ordinateurs connectés sur Internet.
1991, une annonce publique très importante, le 3W, donc les services web disponibles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau du CERN, ils ont finalement mis Internet à usage général parce que ARPANET avait vraiment une vocation plutôt militaire, clairement. Si on revient un tout petit peu plus proche de nous, tiens, un petit bug au niveau des slides, mais ce n'est pas grave. 2008. Alors, effectivement, en 2008, on a une annonce de la part de Microsoft à la PDC à Los Angeles. Microsoft qui annonce des services cloud. Alors, c'est vrai que pour le coup, on a du Windows Azure, c'était le nom que l'on avait à l'époque, mais on commence à voir des services SQL qui sont fournis dès le départ. Mais moi, quand je me remets finalement en 2008, à cette époque-là, je me posais la question, est-ce que oui ou non, je dois virtualiser du SQL Server? Parce qu'à ce moment-là, on n'avait que des machines physiques plus ou moins puissantes, mais la notion de virtualisation, OK pour du dev, des choses comme ça, mais pour de la prod, on se posait des questions, mais est-ce que ça va être suffisamment performant? Est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes techniques liés à la virtualisation de SQL Server et d'autres bases de données? Et en fait, les bases de données ont été quasiment les derniers services à être virtualisés parce qu'on consommait énormément de ressources, chose qui posait des problèmes à l'époque pour la virtualisation. 2010, on a vraiment la publication des services cloud, et donc SQL Server faisait partie de la livrée des premiers services dans Microsoft Azure. Et à ce moment-là, on avait la sortie de Windows 2008 R2 et de SQL Server 2008 R2. Et je me souviens, moi, avoir donné, j'ai encore les slides de ces sessions-là, avoir donné des sessions. Est-ce que virtualiser SQL Server est un bon choix? Est-ce que c'est un choix d'avenir? Aujourd'hui, on ne se poserait même pas cette question-là. Donc, on a vraiment une évolution énorme au sens technologique. Aujourd'hui, au niveau SQL Server, on est sur du SQL Server 2019, SQL 2022 qui va arriver d'ici quelques mois. On peut installer SQL Server sur du Windows, sur du Linux. On peut même le mettre dans du Docker, du Kubernetes si vous souhaitez. Ça ne pose absolument pas de problème. C'est supporté. Windows Azure, on a, alors suivant les chiffres, 170, 178 ou un peu plus de 200 services si on écoute Microsoft qui sont disponibles dans tout un tas de régions, 68 régions annoncées. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a énormément de possibilités pour installer, pour déployer, pour utiliser du service SQL. Quel était le problème pour intégrer le SQL avec le machine virtuel? Quel était le problème de mettre du SQL Server ou des bases de données de manière générale dans des machines virtuelles? La problématique que l'on a, c'est que moi, j'ai des serveurs chez des clients qui vont avoir 200 cœurs, 8 Tera de RAM. À l'époque, on ne savait pas virtualiser sur ce genre d'infrastructure. Donc, c'est plus une raison de consommation de ressources qu'une question strictement technique. Techniquement, on peut le faire, ça marche. Mais d'un point de vue des ressources, c'est un tout petit peu antagoniste entre le fait de dire je mets en place de la virtualisation pour mutualiser du hardware et faire des économies, et à côté de ça, je vais mettre un service qui va me consommer de la CPU, beaucoup de RAM, me faire pas mal d'IO disques. Ça ne matchait pas très bien. Et tout comme SQL Server et les autres bases de données ont finalement été quasiment les derniers à rentrer sur des conteneurs. Parce que le conteneur a plutôt finalement une philosophie de microservice. Et si je commence à dire, moi je veux un microservice avec 64 cœurs et 2 Tera de RAM, on va me dire, non, ça ne va pas, ça ne matche pas. Donc, on est vraiment sur des philosophies qui ne sont pas forcément compatibles, mais techniquement, il n'y a aucun souci. Du coup, on va rebalayer un tout petit peu l'offre SQL Server sur Azure. La partie réellement intéressante, c'est vraiment la fin du talk, c'est mon avis personnel sur l'offre actuelle, mais on va quand même rebalayer un tout petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Donc, l'offre SQL Server sur Azure, c'est d'abord des conteneurs. Je ne vais pas dire que c'est cette offre-là qui est arrivée en premier, c'est pas vrai. On a d'abord eu du PaaS et on a d'abord eu des machines virtuelles, mais aujourd'hui, on a la possibilité de déployer du SQL Server à l'intérieur de conteneurs et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. On va pouvoir le mettre dans du conteneur style ACI. Je ne veux pas me préoccuper
du tout de mon infrastructure. La seule chose qui m'intéresse, c'est déployer un SQL Server, déployer un moteur SQL Server de manière à pouvoir l'utiliser très rapidement. On est plutôt sur des scénarios de type CI/CD. Je veux faire un déploiement de mon appli, tester mon appli et je jette et après je pourrais passer en prod. Là, on est vraiment adapté. On va déployer un conteneur et du SQL, on va mettre notre base de données, on va faire des tests, tout fonctionne, ok, on peut passer en prod, ça ne fonctionne pas, retour chez les devs. Donc, sur ce genre de scénario, Azure Container Instances fonctionne parfaitement. Le mettre en prod, ça marcherait techniquement, mais je trouve que ce n'est pas la philosophie et clairement, ça coûterait un tout petit peu cher par rapport à ce que ça va fournir comme service. AKS, Azure Kubernetes Services, pardon. AKS va vraiment être parfait pour du scénario de production. Par contre, on se posera la question, est-ce que je dois mettre mon SQL Server dans mon AKS ou bien est-ce que je dois le mettre quelque part sur un autre service managé? Ça, c'est une autre question. Mais mettre SQL Server à l'intérieur de Kubernetes, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Je vais avoir exactement le même modèle de fonctionnement, le même comportement, que je sois sur un AKS, que je sois sur un OpenShift on-prem, ou que je sois sur un Swarm, ou sur un AKS que moi j'aurais monté on-prem. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant d'un point de vue du déploiement. Alors, au niveau de la philosophie, toujours pareil, on revient sur la consommation de ressources, mais d'un point de vue production, c'est vraiment, vraiment adapté. Ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir de la haute disponibilité par défaut. À savoir que si vous connaissez le modèle de fonctionnement de ce qu'on appelle un failover cluster instance, donc une instance en cluster de SQL Server qui va s'exécuter sur la machine numéro 1 ou sur la machine numéro 2, et en cas de panne, il va y avoir une bascule automatique. Ce modèle de fonctionnement-là est assuré par AKS au niveau du Desired State Configuration, à savoir le fait que je demande à ce qu'il y ait un pod qui exécute SQL à tout moment, à charge de AKS de faire tourner ce pod quelque part. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais avoir un service SQL qui sera disponible tout le temps. Yep. On est sur au niveau du failover et du groupe Pas du groupe de disponibilité. C'est vraiment du failover cluster instance, donc la technologie qui existe depuis SQL Server, enfin, depuis SQL 2000 à Windows 2000, où on a la possibilité d'installer finalement les binaires de SQL sur 2 machines, sur 2 nœuds. Et ensuite, j'ai besoin d'un stockage partagé pour mes fichiers de base de données. Et ensuite, le cluster au sens Windows du terme, donc la grappe de machines, va décider de démarrer l'instance sur le nœud numéro 1 ou le nœud numéro 2, en fonction de ce que je vais choisir, ou des failovers. Et à partir du moment où je démarre mon instance, en fait, il va y avoir une réservation de type SCSI3 qui va se faire sur le volume. Le volume va être attaché à un nœud. SQL Server va attacher les fichiers de base de données et ensuite on démarre le moteur comme si de rien n'était avec des fichiers qui sont sur le volume E, F, G, peu importe. Donc l'idée c'est tout simplement d'avoir X nœuds, donc X machines au sens Windows ou Linux maintenant du terme, qui vont tout simplement avoir accès à un emplacement de stockage partagé dans lequel il va y avoir les fichiers de base de données. Et au niveau Kubernetes, quand je vais construire mon cluster Kubernetes ne fonctionne, lui, que parce qu'on a déjà cette brique sous-jacente au niveau du stockage partagé. Et donc, mes différents nœuds au niveau Kubernetes peuvent faire retourner des pods qui vont pointer exactement au même endroit au niveau du stockage. En failover cluster, on est en share nothing, on ne partage rien. On tourne soit à droite, soit à gauche. En groupe de disponibilité, on pourrait avoir des principes avec du read scale out ou du load balancing sur du routing list qui me permettent de faire de la répartition de charges sur des réplicas secondaires. En failover cluster instance, non. C'est vraiment à droite ou à gauche, je ne partage rien. Mais par le concept de cluster, on peut faire quelque chose comme RAID 1, RAID 5 et tout ça? Non. Oui. On peut le faire. On peut le faire, mais le côté RAID, ce sera vraiment sur la partie stockage. Donc, RAID 1, j'ai une redondance, un disque qui crache, je peux continuer à tourner sur le second. Si j'ai du RAID 5, je vais avoir de la parité, donc je vais avoir mes données qui vont être stripées sur plusieurs volumes. Et s'il y en a un qui crache, la parité du dernier volume me donnera les bits manquants. Là, au niveau SQL Server, l'idée, c'est de dire, je veux être tolérant à la panne du hardware.
au sens computer, au sens serveur, donc de la CPU, de la RAM, du réseau ou du power supply. AKS, c'est vraiment le service que l'on va utiliser majoritairement quand on est dans une philosophie microservice et que l'on voudrait déployer l'applicatif avec SQL Server. La dernière brique qui est apparue au niveau des conteneurs, c'est ce que l'on appelle Azure SQL Edge. C'est tout simplement faire tourner SQL Server sur un Raspberry Pi. Donc, ça va complètement à l'opposé de la philosophie du très gros serveur SQL de type Data Warehouse, mais on est plutôt sur une philosophie de type Time Series, comme du InfluxDB, par exemple, où on a des machines-outils qui vont nous cracher de la donnée sur des métriques, sur la fabrication, etc. On va stocker ces données localement sur le Raspberry, et ensuite le Raspberry pourra propager ces données, parfois déjà préagrégées, sur du Azure SQL, par exemple, de manière derrière à faire de l'analyse avec du machine learning ou tout ce que l'on pourrait imaginer. Cette édition finalement spéciale d'SQL Server est vraiment conçue pour des machines finalement de petite taille, comme des Raspberry Pi, avec des services très spécifiques de type Time Series, chose qui n'est pas accessible dans les éditions plus traditionnelles d'SQL Server, à savoir l'édition standard ou l'édition Enterprise. L'autre possibilité que l'on va avoir au niveau Azure, c'est d'installer SQL Server dans une machine virtuelle. Machine virtuelle qui peut être de type Windows, Linux, de ce côté-là, c'est vous qui allez choisir. Alors, quel est l'intérêt de mettre SQL Server dans une machine virtuelle? Le premier intérêt, c'est la notion de cas d'usage. C'est tout simplement le lift and shift, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de me poser une question. Aujourd'hui, j'ai chez moi une machine virtuelle. Je n'ai plus envie de passer mon temps à gérer l'infrastructure de mes serveurs chez moi on-prem. Je veux mettre cette machine virtuelle sur Azure. Je pourrais faire la même chose chez Amazon. Je pourrais faire la même chose chez Google Cloud, Alibaba Cloud, IBM, n'importe qui. L'intérêt de rester chez Microsoft, c'est que Microsoft va vous offrir un support supplémentaire par rapport à des produits qui sont en fin de vie. Aujourd'hui, si vous avez du SQL Server 2008, 2008 R2 chez vous, il n'y a plus de support, y compris le support étendu. Par contre, si vous migrez cette machine virtuelle sur Azure, Microsoft vous offre des années finalement supplémentaires de support. Et c'est ce qui va être le cas à partir de cet été, à partir de juillet, pour SQL Server 2012, qui arrive aussi en fin de vie. On appelle, les Anglais, enfin les Américains appellent ça « winter is coming ». L'hiver arrive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de possibilité d'avoir du support, sauf si on migre sur Azure. Mais sauf soit Amazon ou OpenStack ou Google. On peut le faire sur du OpenStack, effectivement, quelle que soit la plateforme de virtualisation, que je sois sur du VMware, de l'Hyper-V, à l'époque du Xen Server. Si je veux mettre en place de l'OpenStack, pourquoi pas? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un avantage à mettre de l'OpenStack. Aujourd'hui, les gros acteurs, ça reste quand même du VMware ou de l'Hyper-V. OpenShift, pourquoi pas, mais là, ce sera du conteneur. Mais OpenStack, ça pourrait techniquement. L'avantage, finalement, de mettre SQL Server dans une machine virtuelle, c'est que l'on a accès à l'OS. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir accès à l'OS? C'est toute la question qui va se poser. Par contre, si vous avez des besoins spécifiques au niveau de la performance, vous avez besoin de beaucoup de ressources, et par là, j'entends des machines à 200 cœurs ou 400 cœurs, comme on peut les avoir sur Azure, 400 cœurs, 11 Tera de RAM, on n'a pas d'offre similaire en mode pass, ni en mode conteneur, en mode casse. Autrement dit, si vous avez vraiment des très gros besoins en termes de ressources, la machine virtuelle, donc le IaaS au niveau Azure ou au niveau des autres fournisseurs cloud, sera vraiment la seule possibilité qui vous sera offerte. En termes de haute disponibilité, alors j'allais dire qu'elle est quasiment native à l'AVM. Pourquoi? Parce que les volumes de votre machine virtuelle vont être répliqués 3 fois à l'intérieur des data centers de chez Microsoft. Donc, on a déjà une assurance de ne pas perdre de données, au moins par ce biais-là. Après, on ne parle pas des backups ni des archives. On a la possibilité de mettre en place des groupes de disponibilité et du failover cluster avec différentes possibilités, différents services qui sont offerts par Azure. Donc, la haute dispo peut être là dans Azure. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce n'est pas qu'une simple VM. C'est-à-dire que les questions que je me pose, moi, en tant qu'architecte, en tant que DBA, quand je vais monter une infrastructure SQL chez mes clients on-prem, typiquement avoir un sous-système disque qui soit vraiment adapté à de la base de données,
Ce genre de choses est fait par défaut quand vous allez choisir finalement une image qui correspond à SQL Server dans le marketplace chez Microsoft sur Azure. Et donc, on a toute une partie disque qui va être finalement préconfigurée exactement comme il faut. C'est-à-dire que là où moi je passe systématiquement derrière mes clients pour dire vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, par défaut, la machine virtuelle sur Azure va vous, je dirais, mâcher le travail et tout sera très bien fait. Une chose qui malheureusement n'est pas présente ailleurs que sur Azure, la notion de flexibilité de licence. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où vous pouvez passer d'une édition Enterprise à une édition standard, c'est-à-dire faire du downgrade d'instance, de licence, pardon. C'est la seule possibilité pour faire du downgrade de licence. Si vous avez des machines chez vous, des machines virtuelles, vous ne pouvez pas le faire. On peut le faire sur Azure. Les sauvegardes automatisées, les mises à jour, le monitoring, tout ça, ça fait partie du package Azure. C'est un avantage énorme. Donc, à mettre en place de la machine virtuelle, on a quand même des services supplémentaires qui sont offerts par Azure. Alors, par contre, le choix est clairement compliqué. Et quand je vous dis compliqué, c'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que si je prends, par exemple, des machines entre 4 cœurs et 8 cœurs, j'ai 154 machines possibles, type de VM possible sur Azure. OK. Alors, c'est pas grave, on va partir des machines entre 16 et 24 cœurs. OK, il y en a 104. Bon, on va peut-être parler mémoire. Côté mémoire, vous voulez une machine entre 6 et 33 Go de RAM, j'en ai 149. 149 modèles différents. Des machines qui ont entre 32 Go et 128 Go de RAM, c'est vraiment des machines typiques pour SQL Server, j'en ai plus que 142. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Alors, la première chose, c'est bien regarder la partie I/O disk. Les I/O disques, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que si vous avez des I/O qui sont lents, typiquement sur le journal de transaction, il ne faut pas du tout espérer que votre serveur SQL soit rapide, clairement. Même si toutes les requêtes s'exécutent en mémoire, si vous n'avez pas de bon I/O disque au niveau du journal, ça ne fonctionnera pas. Le point ici, je n'ai pas compris pourquoi on a ajouté le port, mais le numéro de VMware est minimum. C'est juste moi, je me suis juste amusé à faire un count des machines virtuelles qui correspondaient à certains critères. Juste pour ça, parce qu'en fait, des machines virtuelles, il y en a tellement que faire le bon choix est extrêmement compliqué. C'est tout. C'est tout. Quand vous allez choisir votre machine virtuelle, ce qui va être important, c'est de sélectionner des machines virtuelles qui ont du stockage local. Avoir un disque éphémère, de manière, par exemple, à mettre la TempDB ou à utiliser des principes de buffer pool extension ou de host caching. Attention aussi, vos machines virtuelles sont capées en termes d'I/O, c'est-à-dire que toutes les machines virtuelles ne peuvent pas faire autant d'I/O que ce que vous voulez. Donc, ça ne sert à rien de mettre, par exemple, des disques de type P40, donc du Premium 40, qui vous fournissent énormément d'I/O et de bandes passantes, sur une VM qui ne sera pas capable de la supporter, tout simplement. Vous aurez du throttling, c'est-à-dire que les disques ne feront rien, la VM sera au maximum de ses capacités, mais au final, ça n'ira pas plus vite pour vous. Pour ma part, je choisis systématiquement des machines virtuelles à mémoire optimisée. Pourquoi? Parce que c'est celles qui correspondent le mieux à SQL Server. Et même là, quand je vais prendre donc les séries E ou M, avec, on va dire, une petite machine virtuelle, supérieure à 16 Go et inférieure à 24 cœurs, on est vraiment dans la tranche de ce que l'on regarde en général. Il me reste encore 124 VM. Alors, j'ai le choix parmi 124 VM. Il n'empêche que mes favorites, mon conseil, allez-y les yeux fermés, la série E, B, D, S, V5. Toutes les lettres sont importantes. Toutes, absolument toutes. Il y en a certaines qui me disent j'ai du disque temporaire, il y en a d'autres qui me disent j'ai droit à du disque premium, etc. Ces séries-là sont vraiment les meilleures pour du SQL Server. Et Microsoft, d'ailleurs les équipes SQL Server travaillent avec les équipes Azure pour mettre au point ces VM-là, ces types de VM-là, avec les caractéristiques qui vont bien pour SQL Server. Et au-delà de ça, vous pouvez même utiliser des VM dites contraintes en CPU. Autrement dit, chaque VM arrive avec des caractéristiques en termes de mémoire, en termes d'I/O disque, en termes de bande passante réseau.
Sauf que quand on paye la licence SQL Server, on la paye au cœur. Et quand on veut avoir beaucoup de RAM, ben, le problème des VM, c'est qu'on a aussi beaucoup de CPU. Donc, on paye très cher la licence SQL. Les VM de type contrainte sont extrêmement intéressantes. Pourquoi? Parce que vous allez garder les mêmes caractéristiques réseau, disque, mémoire, mais vous allez pouvoir diviser par 2 ou par 4 le nombre de cœurs. Autrement dit, vous allez baisser votre facture au niveau de la licence SQL et ça, c'est super intéressant. Donc, les VM contraintes et les VM de type EBDS V5, d'ailleurs, il y a des VM contraintes EBDS V5, c'est vraiment vers là qu'il faut tendre. On continue dans l'offre. Manager d'instances, les instances managées. C'est une offre PaaS qui est arrivée un petit peu sur le tard et qui est vraiment très, très intéressante. Pourquoi? Parce que je vais vraiment avoir une expérience qui est similaire à SQL Server. Aujourd'hui, vous avez SQL Server sur votre machine ou sur un serveur chez vous. Vous allez avoir quasiment la même expérience avec une instance managée, à savoir que vous allez déjà récupérer ce que l'on appelle les cross query database, les cross database query, donc les requêtes cross database, chose que vous ne pouvez pas faire dans un monde de PaaS avec du Azure SQL. Donc faire des requêtes multi-database, c'est quelque chose que vous serez capable de faire avec une manager d'instance. Vous avez vraiment la notion d'instance dédiée, autrement dit, vous avez vraiment un moteur SQL qui est pour vous, ce qui va quelque part un petit peu à l'encontre des principes du cloud où on est plutôt multi-tenant. Là, non, c'est une instance pour vous. Vous allez d'ailleurs pouvoir faire le choix de ce qu'on appelle le classement, la collation, comment vous allez traiter vos chaînes de caractères. Donc, il y a vraiment des choses qui sont très, très spécifiques au manager d'instance. Vous allez vraiment être très, très proche d'une compatibilité à 100% avec SQL Server. C'est pour ça que quand on est dans un scénario plutôt dit de migration, c'est cette offre-là que l'on va choisir. Parce qu'il est extrêmement simple de migrer vers du SQL Manager d'instance. Quasiment pas, voire pas du tout d'adaptation au niveau de l'applicatif. Il n'y a rien à changer. OK, la chaîne de connexion une fois qu'on a migré. Mais à part ça, il n'y a absolument rien à changer. On est sur un service manager. Autrement dit, vous ne vous préoccupez pas des backups, vous ne vous préoccupez pas des mises à jour. Vous vous préoccupez de vos bases de données. C'est une haute disponibilité qui est fournie par défaut avec un SLA de 99,99 qui peut être encore augmenté dans certains cas avec certaines options. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui, pour moi, est la cible prioritaire si vous avez des migrations. Vous pouvez migrer vers du Azure SQL Database. Moi, j'ai essayé, mais alors, des bases de données qui font 500 gigas à 1 Tera, c'est très, très compliqué à migrer. OK, si vous avez une base à 20 gigas, ça marchera très facilement. Là, je n'ai pas de souci. Mais quand on commence à avoir des bases de données dites sérieuses, c'est très compliqué de basculer sur du Azure SQL Database. Si vous partez de rien du tout, Azure SQL Database est probablement la meilleure cible possible. Mais quand on est sur une expérience plutôt en termes de migration, on est plutôt sur de la manager d'instance. Pourquoi? Parce que c'est le seul service qui va vous permettre de faire du restore database. Le Azure SQL Database, vous allez devoir importer vos données et ça, c'est un process qui est un petit peu plus compliqué. Mais c'est difficile pour immigrer pour le Azure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Azure SQL Database va être plus compliqué, on va le voir. Manager d'instance, ce n'est pas compliqué du tout. Backup, restore, voire même des principes automatisés à base de log shipping et de replay donc de journaux de transactions avec une migration qui est quasiment sur du zéro downtime. On est une migration dont la bascule va être inférieure à quelques minutes, voire quelques secondes dans certains cas. Donc, aucun problème de migration sur une instance managée, ce sera plutôt sur le Azure SQL Database. Alors, on a plusieurs niveaux de fonctionnalités au niveau des instances managées. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, je vous laisserai regarder ça si ça vous intéresse, que ce soit du General Purpose ou du Business Critical. L'intérêt du Business Critical, c'est qu'on va avoir finalement droit à des disques SSD locaux, donc finalement, on va dire plus de performance au niveau des I/O disques. On va aussi avoir la possibilité d'avoir un réplica en lecture seule qui va être gratuit, donc on va pouvoir offloader un certain nombre de traitements, donc tout le reporting va être pouvoir
débrancher sur ces bases de données-là, ce qui va être vraiment hyper intéressant. Et on récupère la partie Hekaton, donc le in-memory ou LTP, donc vraiment le côté moteur supplémentaire d'un SQL Server qui va nous permettre d'être lock-free et latch-free au niveau de SQL. En termes de haute disponibilité, on va avoir la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des failover groups, à savoir qu'on va bâtir finalement au-dessus de l'instance manager, ou plutôt de 2 instances managées, tout simplement un système de DNS qui fait qu'en cas de bascule, mon application ne verra rien. Je suis automatiquement rerouté vers la nouvelle instance. Et on a besoin de faire la cluster pour faire ça? Non, tout est fait. C'est un service managé, tout est fait par Microsoft, tu ne gères absolument rien. D'un point de vue facturation, je ne vais pas m'apesantir là-dessus non plus, soit vous êtes en single instance, une instance managée, X database, ou bien est-ce que vous êtes en instance pool, autrement dit, vous réservez une capacité et vous piochez dans cette capacité pour mettre en place 2 instances ou 3 ou 4 instances, managers d'instances sur Azure. La dernière possibilité que l'on va avoir, c'est donc Azure SQL Database. Et là, pour le coup, d'un point de vue migration, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, autant le déploiement du service va se faire en quelques secondes, je veux une nouvelle base de données, mais ensuite, cette base de données, vous n'avez pas la possibilité de faire un restore database depuis vos backups à vous. La seule méthode que l'on va avoir, c'est recréer la structure, c'est-à-dire recréer les tables, create table, create procédure, etc. Et une fois que vous avez terminé la recréation de la structure, ce qu'on appelle le DDL, Data Definition Language, vous allez faire du bulk insert, vous allez importer des données à l'intérieur de votre base. Ou bien vous pouvez, si vous souhaitez, mettre en place de la réplication transactionnelle, mais injecter des données, quand vous avez des téraoctets, c'est vraiment pas facile. Donc, c'est dans ce sens-là où Azure SQL Database est vraiment conçu, je dirais, dans l'esprit du développement des applications modernes, en partant de rien du tout. Mais la migration, par expérience, de plusieurs années maintenant, c'est vraiment compliqué. On y arrive. Sauf petite base. Voilà. Alors, voilà, en tant que DBA, la notion de petite base, c'est inférieur à 250 gigas pour moi. Et voilà, 150 gigas, ok. Les problèmes que j'avais, c'était des time-out. Et un time-out, pas sur l'injection, sur l'export de notre base actuelle. Non, c'est juste pas possible. Pour chaque backup, tu as besoin de créer le table autrefois? Non, tu ne touches plus à tes backups. Ce que tu fais, c'est que, en fait, tu vas finalement faire une sorte d'export de ta base de données de production. Donc, en fait, on va créer ce qu'on appelle un fichier backpack. Ce fichier backpack, c'est un fichier zip. Hein, tu peux l'ouvrir avec un éditeur zip. Et tu verras la structure de tes tables, donc toute la définition de tes objets. Et ensuite, il va y avoir un export au format, ce qu'on appelle BCP, des données. Donc, c'est comme si on faisait un dump de la base au format texte quasiment. D'accord. Ça veut dire chaque fois, on a besoin d'exporter entre dates, c'est ça? C'est compliqué. C'est pas le plus simple. Et surtout, c'est pas officiel, mais en fait, globalement, au-delà de 100 gigaoctets, il ne faut pas utiliser ça. Ouais, c'est une galère. Enfin, c'est pas prévu pour de la migration, au vrai sens, migration comme moi je l'entends. C'est plus un outil de dev en quelque sorte. Ouais. Non, voilà. C'est pour ça que quand on pense migration et des bases sérieuses, de suite, on a un manager d'instance qui est en ligne de mire. Le Azure SQL Database, franchement, c'est génial en termes de service. Mais on est vraiment sur de la nouvelle appli. Je commence quelque chose de neuf. Et là, effectivement, ça prend tout son sens. Les cas d'usage, donc, on en revient à la philosophie cloud moderne. Des performances qui sont totalement prédictibles. C'est-à-dire que même si je suis finalement sur quelque chose qui est de type multi-tenant, quand je vais créer ma base de données, je vais lui donner des capacités. Donc, à partir de là, je vais tout le temps avoir ces capacités à ma disposition. La notion de voisin bruyant, on ne la ressent que très, très peu. Mutualisation des coûts, alors c'est effectivement une des possibilités quand on va utiliser ce qu'on appelle des elastic pools.
Encore une fois, on va avoir les services tiers, à savoir le General Purpose et le Business Critical. Business Critical avec une latence plus faible au niveau des I/O disques parce qu'on a du SSD local et un petit peu plus de fonctionnalité au sens SQL Server du terme. Mais grosso modo, on peut juste imaginer que c'est, encore une fois, Hekaton, donc le in-memory ou LTP qui va faire la différence, le réplica gratuit secondaire pour du Business Critical et la faible latence disque qui vont différencier les deux services. En termes de nombre de CPU, en termes de mémoire, en termes de volume accessible sur disque, ce sera la même chose. J'ai juste plus de perf avec le Business Critical. Et ensuite, on a Hyperscale, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. C'est un service tiers qui est un tout petit peu spécial dans l'écosystème SQL et que personnellement, j'adore. Je suis fan de cette version-là et on va en reparler. Je vais choisir mon service tiers en fonction de quoi? De la volumétrie, parce que si je prends du General Purpose très très petit, j'aurai peut-être que 250 gigas à ma disposition, alors que si je prends quelque chose de plus évolué, je vais avoir accès à 2 Tera, 16 Tera, etc. Je vais aussi être limité plus ou moins en termes de ressources calcul, donc en termes de cycle de CPU disponible pour exécuter mes requêtes. Toute la partie Hekaton. Ce qui est intéressant, c'est que ce service totalement managé va me permettre de faire du scale-up et du scale-down. Autrement dit, je vais pouvoir monter mon tiers, utiliser plus de ressources ou moins de ressources si vous n'en avez pas besoin. Mais on va aussi pouvoir faire du scale-in et du scale-out. Donc cette fois-ci, on va pouvoir bouger un tout petit peu notre consommation de ressources dans tous les sens. Alors qu'on est plutôt habitué dans du SQL Server à faire du scale-up et du scale-down. Là, pour le coup, on pourra aussi bouger horizontalement. La haute disponibilité va être assurée par défaut par Microsoft et je peux moi aussi rajouter par-dessus l'offre de Microsoft un certain nombre de choses. General Purpose, grosso modo, imaginez quelque part chez Microsoft, il y a un point exe de SQL Server prêt à l'emploi pour vous et vous lui dites « Je veux une nouvelle base de données en General Purpose sur du stockage distant » donc ce que l'on connaît comme du Azure Premium Storage en résilience locale, LRS, vous allez tout simplement attacher ce fichier et vous avez une base de données. Si je suis en Business Critical, j'ai droit à du SSD local. Donc quand je suis finalement en stockage de type LRS, j'ai plutôt une latence de type 5 millisecondes, 10 millisecondes, alors que quand je vais être sur du SSD local, on est plutôt avec une latence de l'ordre de 1 à 2 millisecondes. Donc, on a vraiment un tout petit peu plus de perf à ce niveau-là. L'intérêt, c'est que de manière complètement cachée pour vous, Microsoft a construit un groupe de disponibilité avec 4 réplicas, un actif, un accessible en lecture seule et 2 qui sont quelque part un tout petit peu cachés et qui vont servir à la haute disponibilité de votre système. Donc, vous demandez juste une base de données. Microsoft va pour vous mettre en place finalement un équivalent de 4 machines virtuelles, même si ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Microsoft va vous mettre derrière 4 instances SQL avec 4 réplicas de votre base que vous allez pouvoir utiliser. Mais ça, pour extension ou pour backup? C'est tes bases. Derrière, les backups sont managés par Microsoft. Tu ne t'en préoccupes pas. C'est paramétrable le nombre de réplicas qu'on veut mettre, si on veut. Non. Non, le nombre de réplicas n'est pas paramétrable. Le seul choix que tu as quand tu vas définir ton tiers en Business Critical, c'est une case à cocher. Est-ce que oui ou non, je veux mon réplica en lecture seule? Si tu coches non, tu auras quand même tes 4 réplicas, mais on ne te donne pas l'accès aux réplicas en lecture seule. C'est tout. C'est by design. Ça va faire dans l'écran ou dans le Terraform ou ce que tu veux utiliser pour instancier finalement ton Azure SQL Database. Tu dis juste que tu veux une base en Business Critical ou un Elastic Pool en Business Critical. Hyperscale. Un tiers un tout petit peu différent. Alors, pourquoi est-ce que je suis fan de cette architecture-là? Parce que j'adorerais que Microsoft me donne ça on-prem, chez moi, pour mes machines virtuelles. Parce qu'en fait, c'est le scale-out dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'avoir SQL Server version monolithique, on a enfin éclaté SQL Server
j'allais dire un microservice, peut-être pas un micro, mais un service, à savoir un service de compute, donc un endroit où je peux me connecter et faire mes requêtes de type select, insert, update, delete, avec toute la mémoire qui va bien, et je peux faire du scale-out. Ensuite, chez vous, votre SQL Server, quand vous avez écrit une transaction en mémoire, vous écrivez dans le journal transaction, le fameux fichier LDF. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas de fichier LDF. Par contre, vous allez écrire quelque part dans une sorte de service de logging. Ce service de logging va être responsable de pousser votre transaction, d'écrire la transaction dans ce qu'on appelle des page servers, des serveurs, et je dis bien des serveurs, qui vont s'occuper du stockage des fichiers de votre base de données. Et si vous avez mis des réplicas supplémentaires pour de la lecture seule au niveau du compute, on va réinjecter la transaction aussi sur ces serveurs-là. Ce qui fait qu'en fait, j'ai du scale-out au niveau du compute, j'ai du scale-out au niveau du stockage avec du scale-out dans SQL Server, c'est génial, c'est la première fois. Et pour moi, j'espère que ça laisse augurer de l'avenir. J'adorerais ça. Et une fois que ces page servers, d'ailleurs, c'est toujours du SQL Server.exe qui le gère derrière, et ces serveurs de stockage vont tout simplement se reposer sur ce que l'on a déjà dans Azure, donc du stockage premium pour poser les fichiers de base de données. C'est complètement transparent. Vous ne gérez absolument pas ce genre, vous ne gérez rien du tout sur l'infrastructure. Automatiquement, le nombre de page servers va finalement grossir avec la taille de votre, va augmenter avec la taille de votre base de données. Aujourd'hui, il y a pas mal de tests qui ont été faits jusqu'à 100 Tera. Donc, on a la possibilité d'avoir des bases de données jusqu'à 100 Tera par ce biais-là. Ce qui est intéressant, c'est la notion de backup restore qui est quasi instantanée. Ouais. C'est vraiment super intéressant. On est basé sur des snapshots et on ne peut pas avoir d'équivalence sur les autres technos. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper, hyper intéressant. C'est presque quelque chose comme tier 5. Tier 5 sur le Papa. Ça demande de l'ordre aussi pour le... Non, j'irais plutôt dans le sens d'un Cosmos DB avec, donc d'une base de données NoSQL pour le coup, mais avec son stockage qui va s'étendre en fonction des partitions que l'on va mettre au niveau du Cosmos DB. C'est plus dans ce sens-là. J'adore ça. D'un point de vue haute disponibilité disaster recovery, on retrouve la notion de géoréplication et la notion de failover group dont on a parlé pour les managers d'instance. La grosse différence entre les deux, quand je suis en failover group, je n'ai droit que finalement à un seul réplica secondaire. Par contre, d'un point de vue DNS, je pointe toujours sur le réplica qui est primaire, je ne me préoccupe de rien. Alors qu'avec de la géoréplication, je pourrais avoir, je crois que c'est 4 réplicas secondaires. Tous peuvent être accessibles en lecture seule. Par contre, c'est à moi à gérer quel est le réplica primaire, quelle est la chaîne de connexion qui m'envoie vers le réplica primaire ou vers un autre réplica. Ce n'est pas géré pour moi par mon traffic manager qui est ici. Il n'empêche que les deux techniques sont intéressantes. L'auto-failover group repose sur de la géoréplication, mais il est beaucoup plus packagé, mais quelque part un peu plus limité en nombre de réplicas. Donc, même si on a déjà de la haute disponibilité qui est fournie par Azure SQL Database, on peut rajouter une couche avec les failover group et la géoréplication. Business Critical, General Purpose, c'est toujours le même principe, sauf que on peut rajouter ce qu'on appelle la redondance de zone, c'est-à-dire que je veux éliminer un des risques, perdre les 3 copies de mes données qui étaient dans le même data center Microsoft. Bon, mais ok, je vais avoir 3 copies ailleurs alors. C'est juste ça. Modèle de facturation, alors oui, c'est un petit peu complexe parce qu'on peut avoir du DTU ou du VCore. Alors le DTU tend à être abandonné parce que c'était incompréhensible. Il n'empêche que ça permet quand même d'avoir aujourd'hui une facture moins élevée que du VCore quand on a vraiment des toutes petites databases ou quand on veut vraiment faire des choses extrêmement simples. Le DTU va être intéressant. Quand on veut se raccrocher à ce que l'on connaît, nous, aujourd'hui, le nombre de cœurs que j'avais sur mon infra, je peux le reporter sur du Azure SQL Database. Ce qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, c'est la notion de serverless. Autrement dit, je vais vraiment payer à la consommation. Et c'est le seul tiers
qui va me permettre finalement d'adapter ma facturation à ma consommation CPU. C'est-à-dire que je peux payer 2 CPU et dès que je vais consommer plus, je vais payer plus que 2 CPU. Mais si je ne consomme plus rien, je ne paye plus rien en computer. Ce principe-là en serverless est vraiment super intéressant. Alors par contre, attention, parce que si vous commencez à mettre de la géoréplication dessus, vous l'oubliez. Il faut faire, je dirais, allez, attention à ce qui va tourner sur votre serveur de manière à vous libérer au minimum, allez, 60% du temps sans requête. Parce que si vous passez au-delà finalement de 40% en temps d'usage, ça devient rarement intéressant. La sécurité, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par Microsoft. Il y a des sessions vraiment spécifiques à la sécurité pour ça. Et d'ailleurs, c'est plus que du SQL Server. Pour moi, la seule chose à retenir, c'est que finalement, le service est sécurisé, quel que soit le niveau que vous regardez. Sur le transport et sur la data. Le transport, vous avez tout ce qui est firewall, private leak endpoint. Et sur la partie data, vous pouvez chiffrer vos données avec votre certificat. Dans tous les cas, les données seront chiffrées sur disque par Microsoft. Donc, on peut vraiment, je dirais, mettre en place toute la sécurité qui va bien, qui est parfois très largement supérieure à ce que vous avez chez vous. Donc, le fait de dire « Ah, je ne veux pas aller sur Azure parce que c'est moins sécurisé », non. On peut intégrer avec l'IPsec, par exemple. Oui, on peut faire de l'IPsec et dans ce cas, le plus intéressant, c'est de basculer sur ce qu'on appelle le private endpoint et donc construire un tunnel entre l'applicatif ou les PC de l'entreprise et on va re-rentrer sur un private endpoint via le VPN. Effectivement, ça peut être intéressant. Le monitoring, honnêtement, moi qui ai pas mal de clients aujourd'hui, je vais avoir plus de 200 clients. Le monitoring, c'est toujours le parent pauvre. Personne ne monitore. Là, on a des choses qui sont fournies par défaut. Et voire on peut aller même plus loin avec le SQL Insight qui est aujourd'hui en preview et qui me donne vraiment un très très bon aperçu de ce qu'il se passe sur mes serveurs SQL, quel que soit le service que j'utilise. SQL Managed Instance, Azure SQL et DVM. J'ai la même expérience utilisateur, quel que soit le service utilisé derrière, et ça, c'est vraiment génial. Mon point de vue, maintenant qu'on a balayé un tout petit peu tous les services. Pour moi, clairement, et j'aurais pas eu du tout le même discours il y a quelques années, l'offre, elle est réellement mature aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment la performance que je veux. Ok, j'en demanderai toujours plus. Mais d'un point de vue de la performance, j'ai suffisamment de choix aujourd'hui en termes de configuration pour couvrir les besoins de mes clients, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, j'ai le choix. Et j'ai ce choix, quelle que soit la manière dont je vais utiliser mon SQL Server, que ce soit de la machine virtuelle, que ce soit je dirais, du service managé, donc Azure SQL Database ou de la Managed Instance, ou bien du SQL à l'intérieur du conteneur. J'ai vraiment un choix qui est énorme. Et j'ai plus de choix sur Azure que ce que je vais avoir chez moi on-prem. Les fonctionnalités de haute disponibilité de Disaster Recovery sont là par défaut. Je peux en rajouter, mais déjà, j'ai des choses qui sont là par défaut. Quand je compare avec ce que j'ai chez mes clients, c'est moi qui dois le mettre en place. Là, c'est fait par défaut. D'un point de vue monitoring et sécurité, j'ai plus de choses sur Azure que chez mes clients, par défaut. Alors, j'ai des clients, oui, qui ont des choses qui sont faites pour du monitoring à large échelle, etc. Mais ce n'est vraiment pas tout le temps. Pas tout le temps le cas. D'un point de vue migration, on a des solutions. De ce côté-là, c'est vraiment de la managed instance qui est hyper intéressante. Moi, ce que je trouve fondamental sur Azure SQL, donc le service managé, c'est qu'il est tout le temps à jour. Vous n'avez jamais besoin de vous préoccuper des updates. C'est fait pour vous. Et vous avez tout le temps la dernière version. Vous n'êtes pas obligé de vous poser la question « Ah mince, ce serveur-là, ça fait 3 mois, je ne l'ai pas mis à jour. » Est-ce qu'il n'y a pas des failles de sécurité? Ceci, il n'y en a pas beaucoup dans SQL. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveautés qui sont arrivées? Ah ben oui. Moi, mon Azure SQL Database, il se met en permanence à jour. Et d'ailleurs, je vous ai mis 2 petits liens qui datent de 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, sur des nouveautés qui sont arrivées et que l'on verra probablement dans SQL Server 2022 qui va sortir d'ici la fin de l'année. Vous êtes toujours en avance avec du Azure SQL Database. La simplicité de mise en œuvre. Mais imaginez chez vous les efforts qu'il faut pour mettre en œuvre du SQL. Vous allez demander une machine virtuelle.
Vous allez ensuite, mince, où est-ce que j'ai mis l'ISO de SQL? Il faut que j'aille le récupérer pour installer SQL. Et puis ensuite, il va falloir installer tout ça, le configurer, configurer les backups, éventuellement configurer la haute disponibilité, s'assurer que d'un point de vue sécurité, tout est carré. Bon, ben là, un petit bout de Terraform ou de ce que vous voulez, de Azure Key, peu importe la manière dont vous déployez, c'est fait en quelques secondes, clairement. D'un point de vue maintenance, hop, sans les mêmes. Moi, je touche à rien, mes backups, ils sont faits. Autrement dit, enfin, on va le voir plus tard, mais une grande partie du boulot de DBA qui est vraiment rébarbative, que l'on n'aime pas faire, elle est faite pour nous, donc c'est tout bénef. L'infrastructure est résiliente, donc soit du stockage ZRS, de la géoréplie, des failover group, on a vraiment de l'infrastructure qui est résiliente. Alors l'idée reçue, et clairement c'est un des arguments que l'on m'oppose, c'est que le cloud coûte cher. Je ne peux pas dire le contraire. Oui, parce que clairement, je vais avoir une facture tous les mois. Maintenant, est-ce que vous êtes déjà posé la question de ce que vous coûtez une VM chez vous? Une VM avec sa mémoire, sa CPU, son stockage, les backups associés, la climatisation, l'électricité, le personnel utile à tout ça, et un truc que je n'avais même pas réalisé jusqu'à il y a quelques mois maintenant, le nombre de personnes qui rentrent dans un process de validation d'achat de matériel ou de licence. Chez un de mes clients, je me suis amusé du coup à compter, 16 personnes pour le process d'achat de matériel ou de logiciel. 16 personnes. Là, c'est vous qui décidez. Point. Après, il y a quelqu'un qui paye. OK. Mais surtout, c'est extrêmement difficile à évaluer parce que déjà, très peu de mes clients ont réussi à valoriser, à donner un prix à une machine virtuelle chez eux. Ça, c'est extrêmement difficile. Mais quand on arrive à le faire, on a une idée du coup de est-ce que le cloud me coûte cher ou pas. Et dans tous les cas, même s'il me coûte cher, est-ce qu'on est capable de faire la même chose? C'est là la question. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours du cloud comme étant quelque chose qui est sans limite. Or non, il n'est pas sans limite, mais à notre échelle à nous, oui, on peut considérer que c'est sans limite. Chez vous, j'ai besoin de 20 Tera supplémentaires. Oh, calme. Il faut que j'achète une nouvelle baie de disque. Donc là, on en a à peu près pour 3 mois. Le temps de passer l'appel d'offres, de recevoir les résultats, de choisir, de mettre en œuvre. On est parti pour 3 mois. Là, 20 minutes plus tard, je peux avoir mes 20 Tera si je le veux. Je peux faire du scale-up et du scale-out. Je peux faire du stop de VM. Personne ne fait du stop de VM on-prem. À partir du moment où une VM est démarrée, on la laisse. Mais j'ai une question pour le cloud concept en général. Si je mets toutes les données dans le cloud de Microsoft, par exemple, mon données vont toujours dans Microsoft. Ça veut dire que ce n'est pas sécurisé parce que pas toujours chez moi. On garde la question parce que la réponse est extrêmement longue et on le fera après la session. Mais de ce côté-là, je suis blindé au niveau de la réponse. Et Microsoft ou autre d'ailleurs. L'autostop de VM, jamais on ne le fait on-prem. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu. Faire du serverless chez vous, on en reparle. Je dis juste ça. Capacité en dispo, disaster recovery. Moi, j'ai un client, du jour au lendemain, il m'a dit « Ah, mais ce serait bien quand même que j'ai un réplica de la base de données à Singapour. » Ok, j'étais sur Azure SQL, 3 minutes après, il l'avait. Si c'était du on-prem, il faut que je trouve des serveurs à Singapour, donc des contractuels, etc. Et puis que je m'occupe de tout faire. Non, là, c'était 3 minutes. Donc, honnêtement, la question n'est plus de savoir si on va aller sur du cloud ou quand est-ce qu'on va aller sur du cloud, mais c'est plutôt de comment est-ce que je vais y aller et quelle plateforme je vais choisir parce que vous allez y aller un jour ou l'autre. Même moi qui ai freiné des 4 fers pendant des années, pour des raisons techniques, aujourd'hui, c'est ma plateforme par défaut, clairement. Donc, que ce soit des besoins en termes de migration, en termes de ressources ou d'un point de vue des disponibilités et de la taille des bases de données, vous aurez plus ou moins de choix côté Azure, mais honnêtement, vous allez y aller un jour. Alors, la meilleure plateforme pour SQL Server, c'est Azure.
ce ne sera pas GCP, ce ne sera pas Amazon. J'ai commencé à travailler sur du AWS. Parce que mes clients, historiquement, faisaient du AWS. S3. Alors, S3 en 2006. Le constat est simple. C'est Microsoft qui est propriétaire du code de SQL Server. Autrement dit, tous les cloud providers pourront vous mettre à disposition des machines virtuelles, du IaaS, et on aura à peu près la même chose partout. Par contre, dès qu'on parle de service manager, étant donné qu'il n'y a que Microsoft qui a le code, le service manager qui est offert par GCP ou par AWS sous la forme de RDS, c'est juste du bricolage, c'est du do-it-yourself. Mais je peux faire la même chose à la maison. Honnêtement, mon point de vue DBA, et je n'ai pas d'action chez Microsoft et je n'ai pas d'action non plus chez Amazon ou les autres, pour moi, c'est ridicule d'y aller. Si vous prenez du pass chez les autres providers, ben ok, vous y allez, mais vous vous privez réellement d'un vrai service pass. Si vous prenez un Amazon RDS SQL Server, quand vous allez faire de la restauration de base, ah ben non, en fait, vous restaurez toute l'instance. Toutes les bases de données retournent dans le passé. Ah, c'est pas cool. Ben, moi, chez Microsoft, Azure SQL Database, quand je restaure une base, c'est une base qui retourne dans le passé. C'est comme ça. Donc, clairement, les autres cloud providers, c'est que du bricolage. Ça fonctionne, je ne dis pas le contraire. Je ne vous dis pas de ne pas y aller, je dis juste qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les différents services. La fin du métier DBA, c'est quasiment la conclusion, il doit rester une slide. Non, clairement non, parce que c'est quelque chose, moi, alors, je ne dis pas que ça m'a fait peur, mais ça m'a fait vraiment réfléchir à mon métier, que j'ai commencé au siècle dernier. Est-ce que c'est la fin du métier de DBA? Non. Est-ce que le poste est toujours attractif? Oui, et même plus qu'avant. Je m'éclate quasiment plus aujourd'hui à faire de la base de données sur du Azure que ce que j'ai chez mes clients en on-prem, parce que j'ai beaucoup plus de possibilités. Et surtout, mes compétences qui sont réellement mises en avant, c'est des compétences sur du performance tuning, améliorer la performance, ce qui va finalement satisfaire tout le monde, plutôt que de dire, voilà, ça, je suis content, j'ai fait un backup. Tout le monde s'en fout de savoir qu'on a réussi à faire un backup. Supprimer les tâches répétitives qui n'ont aucune valeur ajoutée. Quand on arrive le matin, est-ce que tous les backups de la nuit sont bien passés? Ouais, super. On n'a rien à faire de ça. Les compétences et les responsabilités sont identiques. Vous n'allez pas perdre en responsabilité, vous n'allez pas perdre en compétences, voire même au contraire, vous allez en gagner. Autrement dit, si vous vous intéressez à votre CV, ce sera encore mieux. Pourquoi? Parce que tout ce qui était choix software, choix hardware, ok, je vais peut-être plus choisir un processeur, mais il n'empêche que, vu les 400 VM qu'on a chez Microsoft, il va falloir choisir là-dedans. Donc, vous allez juste reporter ailleurs vos compétences. Et d'ailleurs, vous allez en acquérir des supplémentaires. Parce que, pour l'instant, vous travaillez sur des machines virtuelles, maintenant, vous allez travailler sur du PaaS ou sur du container as a service. D'un point de vue réseau, là, vous allez en bouffer un tout petit peu quand même, il y a du réseau, mais ça va être extrêmement intéressant parce que même si vous n'aimez pas le réseau, vous êtes obligé de faire du réseau, ne serait-ce que si vous voulez travailler avec des private endpoints. Les besoins en administrateur de données. Notez, j'ai marqué administrateur de données. Je n'ai pas marqué administrateur de base de données. L'administrateur de base de données, mon métier du siècle dernier, il a disparu. Aujourd'hui, je dois être un administrateur de données, c'est-à-dire que mon métier, en tant que conseil, c'est de vous dire où est-ce que vos données doivent être placées. Où est-ce qu'elles seront le mieux? Est-ce qu'elles seront le mieux sur un Cosmos DB parce que c'est du semi-structuré ou du non-structuré? Ou bien est-ce que c'est vraiment du structuré avec de l'agrégation et dans ce cas, SQL Server va être une bonne solution? Donc, il faut savoir où on doit placer la donnée pour qu'elle soit le mieux. Forbes a estimé qu'en 2025, on aurait à peu près 175 zettabytes de données à gérer globalement dans le monde. OK, 80% sont des données non structurées. Des fichiers, images, des trucs. OK, ce n'est pas de la base de données relationnelle. Il reste encore 35 millions de terabytes à gérer. Donc, clairement, le métier d'administrateur de base de données va rester, mais l'administrateur de données au sens général va être beaucoup plus important. Il y avait une étude américaine assez intéressante qui avait montré l'évolution du nombre de DBA entre 2000 et 2010, je crois, constante.
le nombre de bases de données, d'instances avait été multiplié par, je ne sais plus, par 10 ou par 20. Autrement dit, notre métier prend de plus en plus d'importance. Et même si c'est un métier qui ne séduit pas, au sens du terme, parce que ce n'est pas mis en avant par des sociétés, comme des data scientists ou autres, c'est vraiment un métier qui est ultra important. Il n'y aurait pas de data scientist s'il n'y avait pas d'administrateur de données. J'en ai terminé pour ma session, à la limite pas trop en retard, ce qui n'est pas si mal que ça. Merci. Et puis on va...